En 1999, le combat de boxe entre Evander Holyfield et Lennox Lewis fait plus de 18 millions de spectateurs rien qu'aux États-Unis. Les bars sont pleins, les familles sont réunies et cet événement sportif est l'événement d'un pays tout entier. Pourtant, en 2025, le meilleur combat poids lourd n'a même pas attiré le quart de cette audience. Et dans le même temps, l'UFC, créé 10 ans plus tard, fait des records d'audience à chaque trimestre. Même scénario pour le foot, la Ligue 1 a perdu près de 30% de son audience sur les 5 dernières années, pendant que des millions de jeunes se passionnent pour la Kings League, un format plus court avec des règles un peu différentes et des présidents streamers qui emmènent leur communauté. Vous l'avez donc compris avec cet exemple, les formats historiques vieillissent avec leur audience, pendant que les nouveaux explosent avec la leur. Ces nouveaux formats ont un point commun, ils font partie de ce que j'appelle les hypersports. Des sports qui gardent leur ADN de départ, mais qui reprogramment tout le reste pour parler la langue de la génération TikTok. Et aujourd'hui, je vous propose de décoder cette langue et ses nouveaux usages. Je suis Jules Palatin, le fondateur de Netcord, une agence d'une dizaine de personnes qui aide justement les marques à se connecter à la nouvelle génération. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est une tendance que nos clients ont bien compris. Le mode de consommation des jeunes change. Il change brutalement et un des premiers secteurs à en faire les frais, c'est le sport. Mais pour bien comprendre ce qu'est un hypersport, il faut d'abord comprendre pourquoi les sports historiques sont en train de mourir. Globalement, on peut identifier 3 raisons majeures du désamour croissant des jeunes pour les sports historiques. D'abord, on a une durée qui est inadaptée et un rythme qui est lent. Un match de foot dure 90 minutes pour 20 minutes d'action réelle. Un match de tennis peut s'étirer sur 4-5 heures avec 90% de temps mort. Pendant ce laps de temps, un ado peut consommer des centaines de vidéos TikTok sans coupure. Donc quand l'ado a le choix, et il l'a tout le temps, ces sports sont perdants. Le deuxième point, c'est que c'est des formats qui sont passifs. Tu t'assois, tu regardes, entre guillemets, tu subis. Aucune possibilité d'interaction, de participation ou d'influence sur le jeu. Et ça, pour la génération qui a grandi avec Twitch, YouTube et le fait de voter pour éliminer des candidats de télé-réalité, c'est rédhibitoire. Et troisième point majeur, on peut parler des barrières à l'entrée. Pour comprendre le rugby ou la Formule 1 par exemple, il faut déjà maîtriser des dizaines de règles assez techniques. Il y a donc peu de portes d'entrée simples pour des non-initiés. Et le résultat, c'est qu'on a plus de 2 tiers des 16-24 ans qui disent s'ennuyer devant un match de foot, qui est le sport télévisuel par excellence. Mais paradoxalement, la part des jeunes qui regardent du sport n'a pas diminué depuis des décennies. Donc ce que ça veut dire, c'est pas que les jeunes ne regardent plus de sport, c'est qu'ils ne regardent plus les anciens formats. Justement car ils ne sont pas adaptés à leur mode de consommation. Et c'est dans ce contexte que naissent ce que j'appelle les hypersports. Alors un hypersport, c'est quoi ? C'est tout simplement prendre un sport existant et le redessiner au mode de consommation de la Gen Z. Et pour ce faire, il faut cocher plusieurs points. Premier point, le rythme, on en a parlé, il faut éliminer les temps morts. Comme je disais par exemple au tennis, les joueurs ne tapent dans la balle que 10% du temps. Pendant 90% du temps, ils changent de côté, ils se préparent à servir, etc. Dans un hypersport, par contre, on limite ces temps morts au maximum et surtout, on fait en sorte d'offrir au public un maximum de pics narratifs. Un pic narratif, ça va être un but, une action décisive ou un revirement de situation. Prenons l'exemple concret de la Kings League. Chaque mi-temps dure 20 minutes. C'est moins de la moitié qu'un match de foot. Mais surtout, à plusieurs moments du match, chaque équipe peut activer ce qu'on appelle des cartes spéciales. Une carte spéciale, ça peut être un penalty, ça peut être exclure un joueur adverse, ça peut être un but qui compte double. Et en fait, à chaque activation de cette carte, la tension, elle remonte au maximum du point de vue du spectateur. Résultat, un match de 40 minutes de la Kings League va créer plus de pics narratifs, plus de moments forts qu'un match de Première Ligue de 90 minutes. C'est tout simplement ce qu'on appelle du design narratif, qui est un procédé plutôt utilisé dans le cinéma en général, le plot twist, mais cette fois qui est appliqué au sport. Donc voilà, on a notre premier pilier, le rythme. Le deuxième pilier, ça va être les personnages. La réalité, c'est que les fans qui font partie de la Gen Z, ils ne s'attachent plus à un club ou un maillot uniquement, ils s'attachent à des individus, à leur parcours, à leurs blessures, à leur rivalité. Et l'UFC a perfectionné cette méthode depuis des années. Dana White, le président de l'UFC, il vend pas des combats, il vend des histoires. La rivalité légendaire entre Conor et Khabib, c'était pas du tout qu'une opposition technique. C'était avant tout un clash de personnalité, de style de vie, voire même de philosophie de vie. Et la réalité, c'est que chaque conférence de presse entre les deux, elle a généré plus de buzz que n'importe quel combat de boxe traditionnel sur les 20 dernières années. Donc deuxième pilier, les personnages. Troisième pilier, la participation. Un membre de la génération Z, il n'arrive pas à se contenter uniquement de regarder passivement du sport. Il faut qu'il puisse avoir l'impression qu'il peut avoir un impact sur le résultat final. Ça peut être voté pour une règle spéciale ou ça peut être tout simplement influencer l'ambiance. Par exemple, là où dans le tennis, à chaque point, les spectateurs sont obligés de se taire. Dans l'UTS de Patrick Mouratoglou, les spectateurs sont totalement libres de crier, d'encourager et d'essayer d'influencer le résultat du point. Donc maintenant, normalement, vous avez compris ce qu'est un hypersport. Mais alors pourquoi ces hypersports n'émergent que maintenant ? La raison, je pense que vous l'avez compris, c'est un basculement démographique et culturel majeur. La génération Z, qui regroupe les personnes nées entre 1997 et 2012, elle représente déjà un quart des consommateurs mondiaux. Et McKinsey estime qu'elle va représenter un tiers des consommateurs mondiaux d'ici 2030. Donc en fait, la Gen Z, c'est 2 milliards de consommateurs qui ont un pouvoir d'achat croissant. Et c'est surtout la part de marché qui a le plus de valeur pour les marques parce que c'est ce qui leur permet de s'assurer un avenir. Et cette génération Z, elle n'a pas été formée par les mêmes codes que ses aînés. Elle a grandi dans un monde où tout est disponible tout de suite. Où on peut passer d'un highlight de NBA à un clip de 12 secondes sur TikTok à un stream Twitch. Elle a grandi avec Netflix qui propose 15 000 contenus à la demande. Donc le premier point, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée et qui a moins de patience que ses aînés. Le deuxième point, c'est qu'en vrai, le sport
l'e-sport est sorti de sa bulle. Avant, la concurrence, elle se jouait entre sports similaires. Le foot contre le rugby, le basket contre le baseball. Mais en fait, aujourd'hui, la concurrence, elle se joue avec toutes les formes de divertissement. Un match de Ligue 1 de 2 heures avec 15 minutes d'action réelle et intéressante, 4 épisodes d'une série Netflix, 8 vidéos YouTube, des centaines de vidéos TikTok, ou suivre un stream Twitch interactif. Et forcément, dans cette bataille, les formats longs et passifs, ils partent perdants. Et donc, les hypersports, ils ont été conçus pour être la parfaite fusion entre le sport traditionnel et les nouveaux usages de la génération Z. Parce qu'au-delà du rythme, un hypersport, ça ne se cale pas sur une consommation télé. C'est fait pour être consommé sur mobile et un peu quand on veut. Un combat de l'UFC, il est fait pour générer un maximum de clips, de contenu coupé du combat qui vont être postés sur les réseaux sociaux. Et même la structure narrative des combats de l'UFC, donc les conférences de presse, tout le build-up qui amène au combat, est fait pour être découpé et posté sur les formats verticaux. Donc c'est du contenu qui est fait avant tout pour buzzer là où les jeunes sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Instagram, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les hypersports, chaque sportif devient une égérie à part entière. Concrètement, quand Conor affronte Khabib, c'est deux visions du monde diamétralement opposées qui s'affrontent. L'arrogant face au modeste, le déviant face au religieux, l'Europe de l'Ouest face à l'Europe de l'Est. Et ça, c'est le cocktail parfait pour créer énormément d'interactions sur les réseaux sociaux. Et donc la question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce qu'on va obligatoirement vers une mort des sports traditionnels? En réalité, la question, c'est pas de savoir si les sports traditionnels vont évoluer, c'est plutôt de savoir quand est-ce qu'ils vont le faire. Parce que l'effet domino, il est déjà en marche. Une fois qu'un sport prouve qu'un format plus court et interactif marche mieux, il force tous les autres à s'adapter. C'est exactement ce qui s'est passé quand l'UFC a poussé la boxe à revoir ses codes, c'est-à-dire raccourcir les événements, créer plus de storytelling. Il se passe le même scénario dans l'automobile, avec la F1 qui a lancé des courses sprint, donc c'est des formats plus courts des courses de Formule 1. Et dès l'année d'après, le MotoGP a lancé ses propres courses sprint. La deuxième raison pour laquelle on se dirige vers une mort des formats traditionnels, c'est la pression économique. Les plateformes et les annonceurs vont toujours favoriser les formats qui génèrent plus d'interactions sur les réseaux sociaux et plus de rétention sur la plateforme. Et la réalité, c'est que la résistance, elle est totalement futile. À terme, résister, c'est même pas une option économique viable. Parce qu'en fait, soit vous évoluez et vous captez les nouvelles audiences, soit vous restez traditionnel et vous devenez ce qu'on appelle un sport de niche avec une audience vieillissante. C'est tout simplement mathématique. Par exemple, la boxe, il y a 30 ans, c'était un des sports les plus regardés au monde. Ça crée des vraies égéries mondiales, comme Mike Tyson, comme Mohamed Ali. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un jeune sur 5 qui peut citer le champion actuel des poids lourds. Et de toute manière, tous les sports traditionnels sont déjà en train d'évoluer. Comme je disais, la Formule 1 a lancé des formats plus courts. Et l'UEFA dans le foot a changé il y a peu de temps le format de la Ligue des Champions pour un format avec plus d'équipes, plus de matchs et donc plus de divertissement. Tous savent que s'ils ne s'adaptent pas aux nouvelles audiences, ils mourront avec les anciennes. Et d'ailleurs, cette logique, elle n'est pas propre au sport. Elle contamine tous les secteurs du divertissement. Dans la musique, par exemple, les albums de 15 titres cèdent leur place aux singles qui sont calibrés pour percer sur TikTok. Maître Gims, il sort plus d'albums. Il sort ses sons un par un et chacun reprend les mêmes codes pour percer sur les réseaux sociaux. Et même dans la mode, ce qu'on appelle les drops sont en train de remplacer peu à peu les collections saisonnières. Et donc, ce que les marques doivent retenir pour survivre, c'est que s'adresser à la Gen Z, ça ne se résume pas à sponsoriser un événement ou à poster un réel sur TikTok. Et en préparant cette vidéo, on a identifié 4 piliers qui me paraissent essentiels pour les marques. Créer des histoires comme Nike l'a fait avec Jordan. Ils n'ont pas simplement sponsorisé un athlète, ils ont créé un véritable mythe. Et 40 ans après, la marque Jordan, elle vaut plus que certaines franchises NBA. Deuxième point, c'est scénariser le calendrier. Du teasing, du storytelling, de live, de l'after, en multipliant les occasions d'interagir avec votre audience, comme l'UFC le fait avec ses combats. Donc ça revient à ne plus penser uniquement en campagne ponctuelle, mais plutôt en saison qui vont créer de l'attente. Le troisième point, c'est donner un rôle actif au public. Peut-être via du vote, via des challenges, via de la co-création. C'est pour ça que beaucoup de ces hypersports et des marques qui plaisent énormément aux jeunes se lancent sur Discord. Ça leur permet de donner une participation active à leur communauté. Et c'était mon quatrième point et la règle d'or, créer des communautés. Et donc ce que ça veut dire, c'est transformer un simple spectateur en un membre actif de votre univers. Et un membre actif de votre univers, ça va être quelqu'un qui va évangéliser naturellement votre marque, partager du contenu pour vous gratuitement sur les réseaux sociaux et influencer son cercle social. C'est ça la différence entre avoir une audience et une communauté. Et à l'ère de la Gen Z et des hypersports, seules les communautés survivent. Alors on pourrait dire que les hypersports changent la pureté de la compétition, ce qui fait l'essence même du sport, contre du divertissement. Mais en réalité, les hypersports, ils ne tuent pas la compétition. Ils ne font que la traduire dans une nouvelle langue. Une langue que la génération Z parle déjà couramment et que le reste du monde se retrouve forcé d'apprendre. Et il faut pas se leurrer, le sport, ça a toujours été d'abord du spectacle. Les gladiateurs romains, les tournois médiévaux et ensuite les premiers Jeux Olympiques, à chaque époque, les codes du spectacle évoluent avec les nouveaux modes de consommation et les nouvelles attentes du public. Les hypersports ne font qu'adapter cette logique millénaire aux réalités de 2025. Et donc si vous êtes une marque, la question n'est pas de savoir si vous devez vous adapter, c'est plutôt de savoir combien de temps vous laisserez filer avant de maîtriser cette nouvelle grammaire des jeunes. Parce qu'une génération entière grandit déjà en parlant cette langue et elle ne vous attendra pas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite évidemment à la liker, la commenter, pourquoi pas la partager à des personnes qui pourraient être intéressées.
Et évidemment à vous abonner parce qu'on partage sur cette chaîne du contenu similaire régulièrement. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mets également mon LinkedIn en description sur lequel on crée du contenu similaire également. Et moi je vous dis à très vite. Merci beaucoup de m'avoir écouté.